une à deux petites minutes et puis on va démarrer. Oui. Je suis en réunion avant le bureau. Mais non. C'est moi pour déposer ça comme là, je peux pas la Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Je propose qu'on démarre, Zeti. Oui, c'est bon, oui, Madame Deban, oui, on peut démarrer. Hein. Très bien, bien, nous sommes presque une cinquantaine. Déjà, je vous remercie tous et toutes de vous connecter et à celles et ceux qui nous rejoindront plus tard au cours de cette séquence de notre deuxième rencontre du comité stratégique régional e-santé. Je vous remercie beaucoup parce que ce sont des temps d'échange qui sont très précieux pour nous tous, parce que ça nous permet, c'est destiné en tout cas à nous faire collectivement un point sur le déploiement de tout notre plan d'action sur la e-santé en Guyane. La e-santé, le numérique en santé, c'est vraiment une priorité majeure pour notre territoire, a fortiori pour accompagner nos grands projets, en particulier, notamment, le grand projet de CHRU, mais aussi tous nos projets parcours dont nous parlerons au cours de la séance. Depuis la première édition de notre comité stratégique régional e-santé, on a déjà 3 des 4 groupes de travail qui se sont réunis. Je vous rappelle le comité cybersécurité, le comité usager et le comité télésanté. Au niveau de l'ARS, nous avons pu dépouiller l'appel à projet télémédecine et l'appel à projet cybersécurité. Vous savez que les Outre-mer et notamment la Guyane sont très fragiles par rapport aux risques cyber et c'est un sujet d'importance tout à fait majeure. Ce sont donc 10 structures sanitaires et médico-sociales qui seront accompagnées via ces appels à projets, ces financements. Aujourd'hui, nous vous proposons d'approfondir justement
les vecteurs de financement qui sont conçus pour nous permettre de développer le numérique en santé dans notre région, c'est le fameux Ségur numérique. Et pour assurer une présentation de ce volet majeur de la politique nationale, nous avons la chance d'accueillir l'Agence nationale du numérique en santé. Je ne sais pas si Dominique Pont lui-même est connecté, je n'ai pas vu son nom. En tout cas, l'agence, l'ANS, nous présentera comment la manière pour le Ségur numérique puisse constituer un accélérateur pour la mise en œuvre de la stratégie à la fois au niveau régional et au niveau national. Donc, avant de céder la parole à l'agence, je tiens à réaffirmer que ce programme est une opportunité pour le développement de notre territoire, mais à la condition, bien sûr, que chacune de nos structures se saisisse de ces outils pour mieux se développer. Donc, les équipes de l'ARS qui ont été étoffées, qui sont encore en train de s'étoffer, grâce d'ailleurs au Ségur là aussi, elles sont là pour vous aider et vous accompagner en toute proximité pour accompagner vos porteurs de projets. Donc, surtout, vous n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, je laisse la parole à l'agence dont je n'ai pas noté qui était son représentant aujourd'hui, ou sa représentante peut-être même. Bonjour Madame Debord, je suis seule, Élodie Chaudron, responsable du développement territorial pour l'Agence du numérique en santé. La présentation doit être réalisée par Monsieur Pont. Pour la présentation, en tout cas, il me semble que Zeti, oui, Monsieur Pont est là. Dominique? Oui, bonjour à tous. Il a pu se connecter. Bonjour. Bonjour, ouais, j'ai un peu galéré pour me connecter, ouais, pardon. C'est ça. Donc, je te laisse le lead, Dominique. Ouais, bonjour à tous. Je vais pouvoir partager là facilement ou pas? Oui, c'est bon. Oui. Oui, bonjour à tous. L'idée générale, un petit peu, c'est de faire un petit retour avec une petite présentation, si vous êtes d'accord, qui va durer un quart d'heure pour à peu près bien refixer les objectifs du virage numérique, même si beaucoup d'entre vous connaissent déjà ça. Je regarde Ronald qui connaît ça par cœur, mais bon, c'est pour bien partager et puis peut-être ensuite se laisser un large temps d'échange pour que voilà, vous puissiez poser des questions, qu'on puisse échanger sur ces sujets. Donc là, je vais vous partager mon écran. Je veux bien que vous me disiez si c'est bon pour vous. Quelqu'un peut me faire un signe et me dire si c'est bon? C'est bon. C'est bon. C'est bon? Voilà. Donc, en gros, juste vous dire qu'on a lancé une feuille de route du numérique en santé qu'on était d'ailleurs venu présenter chez vous il y a 2 ans dans le cadre du Tour de France du numérique en santé où on avait expliqué un certain nombre de principes. Et en fait, depuis 2 ans et demi, on travaille un peu dans l'ombre pour construire tous les éléments, toutes les briques qui vont nous permettre maintenant de rendre visible le virage numérique à la fois pour les professionnels de santé et pour les citoyens français au travers du grand programme Ségur numérique et de l'application qui s'appelle Mon Espace Santé qui va être ouverte à partir de janvier à tous les Français. Donc, on est vraiment dans le tempo où c'est maintenant que ça va se jouer dans on va dire dans les 6 à 12 mois, c'est maintenant qu'on va voir si on réussit notre pari d'aborder le virage numérique en santé. Je pense à couper votre micro. Ouais. Donc, en gros, juste le rappel, c'est en septembre 2018, ce qu'on était venu vous présenter, c'est une feuille de route du numérique en santé qui comporte 30 actions qu'on mène depuis 3 ans et qui était prévue dans un calendrier entre avril 2019 et avril 2022. Et on est obsessionnel pour tenir à la semaine près l'ensemble du calendrier de ces 30 actions et on sera dans les temps et toutes ces actions, elles auront toutes été faites avant avril 2022, ce qui avait été prévu. Et le principe général, je vous le rappelle pour ceux qui avaient déjà entendu ça et puis pour les autres, je vous explique un petit peu le principe. En fait, l'idée générale, c'est de dire, j'avais fait un diagnostic dans le cadre d'un rapport que j'avais publié en septembre 2018 à la demande d'Agnès Buzyn, qui disait en gros le fait que depuis très longtemps, depuis 15-20 ans, je suis moi-même directeur d'établissement, informaticien, donc je connais le terrain depuis 20 ans, le manque de volontarisme politique
qui a fait que les logiciels de santé à l'hôpital, dans les cabinets médicaux, dans les pharmacies, chez les biologistes, chez les radiologues, dans les EHPAD, ils se soient développés sans cadre strict, sans vraiment qu'on contrôle ce qui a été développé, fait qu'on a créé des logiciels qui ne respectent pas les règles élémentaires de sécurité partout en France, avec des cyberattaques, avec des problèmes de vraie sécurité numérique, et en plus des logiciels qui ne communiquent pas bien entre eux. On dit qu'ils ne sont pas interopérables. Donc, globalement, dans les parcours de soins, il y a des ruptures partout parce que le numérique ne suit pas ce qui devrait être nécessaire pour que de façon fluide, les professionnels de santé puissent partager l'information par des canaux sécurisés. Donc, il y a une frustration des professionnels de santé. Et deuxième point, le citoyen français, il n'a toujours pas ses données de santé. Nos données de santé sont un petit bout dans notre hôpital, chez notre médecin généraliste, chez notre radiologue, chez notre gynéco. En tout cas, on n'a toujours pas été capable collectivement depuis 20 ans de restituer aux citoyens français leurs données de santé en format numérique, là où d'autres pays ont avancé. Par rapport à ça, ce qu'on vous avait expliqué, ce qu'on a lancé il y a 2 ans et demi maintenant, c'est de dire d'abord, il faut qu'on fixe un cadre de valeur pour qu'on avance collectivement. Il n'y aura pas d'homme ou de femme providentiel, il ne va pas y avoir un seul logiciel miracle qui va tout résoudre en France. On est condamné à avancer ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est pouvoir public, professionnels de santé, établissements de santé, éditeurs, start-upers, industriels, associations de patients et in fine citoyens français. Et pour avancer ensemble, il faut être clair sur nos valeurs. Les valeurs qu'on défend depuis le début, et je ne dis pas qu'on a raison, mais en tout cas, c'est celles qu'on porte, c'est on veut être irréprochable du point de vue de l'éthique, voilà, sur l'inclusion numérique, sur les valeurs humanistes du numérique qu'on porte, sur le respect des libertés individuelles. On veut que ce soit souverain, c'est-à-dire que notre pays ait cette autonomie de construire lui-même ses propres plateformes et qu'on ne dépende pas de plateformes étrangères et que, pour être très cash, qu'on ne finisse pas chez Google, quoi, voilà, que la e-santé en France ne finisse pas chez les GAFAM, parce qu'on ne pourrait plus du tout maîtriser notre système de valeurs. Et troisième valeur, c'est de dire que ce qu'on va construire, ce qu'on construit en termes de numérique en santé depuis des ans, ça soit fait pour les professionnels, bien sûr, mais ça soit aussi fait pour les citoyens. C'est-à-dire que le patient, le citoyen, l'assuré social, il faut aussi lui construire ses outils numériques à lui. Ce n'est pas uniquement de façon indirecte qu'il va bénéficier du numérique parce que son médecin ou son hôpital est bien informatisé. Il faut aussi que lui-même puisse être acteur de sa santé, s'impliquer et avoir des outils numériques dignes de ce nom. Donc, par rapport à ça, la feuille de route, elle est résumée dans cette maison que beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui dit en gros, l'État va reprendre la main. Clairement, c'est une volonté que l'État redevienne autoritaire et reprenne la main, mais en disant l'État, il ne peut pas tout faire, il va se concentrer sur ce qui est essentiel. Et en gros, ce qu'on a construit comme modèle de gouvernance, c'est de dire, pour le numérique en santé en France, c'est de dire l'État doit gouverner le numérique en santé comme on gouverne une ville. Dans une ville, les pouvoirs publics, ils font quoi? Ils écrivent le code d'urbanisme de la ville, les règles, comment on doit construire des maisons. Ils délivrent les permis de construire. On ne peut pas s'auto-délivrer soi-même un permis de construire quand on est promoteur. Et les pouvoirs publics se concentrent sur tout ce qui est les infrastructures communes, les routes, les ponts, le tout à l'égout, le réseau d'électricité. Et par contre, les pouvoirs publics ils construisent pas toutes les maisons. C'est les promoteurs, c'est les personnes privées qui construisent les maisons. Le numérique en santé en France, c'est l'inverse depuis 20 ans. Les pouvoirs publics font des buildings plein champ. Les industriels écrivent le code d'urbanisme, s'auto-délivrent des permis de construire. Chaque hôpital fait sa centrale nucléaire numérique. Enfin, il y a un mélange des genres. Et donc, ce qu'on dit maintenant, l'État écrit le code d'urbanisme. C'est quoi le code d'urbanisme dans le numérique? C'est ce que vous avez en bas de ce schéma en vert. Je n'expliquerai pas tous les acronymes, mais c'est les règles de sécurité numérique, comment doivent être développés le logiciel de l'hôpital, du radiologue, du biologiste, etc. Les règles de sécurité, les règles d'interopérabilité, les règles éthiques. L'État s'est doté, grâce au Ségur numérique, d'une force de labellisation des logiciels, en disant maintenant on va labelliser nous-mêmes tous les logiciels de santé en France et contractualiser avec les éditeurs qui développent ces logiciels pour qu'ils respectent le cadre fixé par l'État. Et l'État finance les modifications de ces logiciels pour qu'ils se mettent aux normes de l'État. Une fois que l'État a fait ça, l'État construit les routes numériques, les ponts numériques, c'est les infrastructures, tous les acronymes barbares que je ne vais pas
détaillé, mais ça y est, qu'on a développé depuis 2 ans, toutes les briques oranges que vous voyez et mauves. Et au-dessus, l'État construit 3 plateformes. Une plateforme qui s'appelle Mon espace santé numérique pour les citoyens, une plateforme pour les professionnels de santé qui s'appelle le bouquet de services pro, qui sortira dans le courant de l'année 2022, et une plateforme pour les données anonymisées de santé qu'on appelle le Health Data Hub à des fins de recherche. Le jaune, enfin, la plateforme verte pour les citoyens et jaune pour les pros, c'est dans le cadre des parcours de soins. Et tous les nuages, c'est des dispositifs d'accompagnement, de financement, d'acculturation, etc. Et donc, toute la feuille de route, les 30 actions dont je vous parlais, c'est chacune des briques de ce modèle-là. Donc, si je les reprends un par un, maintenant, on siffle la fin de la récré. C'est plus possible que chaque logiciel, chaque département et chaque région dise j'identifie le patient d'une façon différente. Enfin, franchement, ça craint quoi. Ça craint qu'on ne fasse pas depuis 20 ans. Là, on dit maintenant, il y a une identité nationale de santé en France unique pour les patients avec en gros son identifiant, son numéro de sécu si on est adulte, un numéro d'attente si on est enfant et des traits d'identité, nom, prénom, date de naissance, sexe, lieu de naissance. Et chaque fois qu'une donnée de santé est intégrée dans un logiciel, elle doit être capable d'être adossée à l'identité nationale de santé du patient. Et chaque fois qu'on s'échange une donnée de santé entre 2 logiciels, eh bien, ça doit se faire au travers de cette identité nationale de santé pour être sûr qu'on ne se trompe pas de patient. Bon, voilà, franchement, j'ai un peu honte de vous dire ça, hein, mais ça devrait exister depuis 15 ans en France. C'est le b.a.-ba du numérique. Bon, maintenant, c'est fait, ça a été développé, le téléservice est proposé par la puissance publique. On va imposer, via le Ségur, et on va financer l'intégration de l'INS dans tous les logiciels de santé en France. Pareil pour la façon de se connecter dans les logiciels de santé. On ne va pas rester avec une carte en plastique qui est la carte du professionnel de santé, qui est jamais, dans plein de cas d'usage, qui n'est pas utilisée dans la vraie vie pour plein de raisons. On a développé par l'État ce qu'on appelle un jeton d'authentification, une façon de se connecter de façon sécurisée dans les logiciels de santé au lieu d'utiliser un mot de passe tata toto. Voilà, c'est quand même le b.a.-ba aussi de la sécurité, fourni par l'État. On imposera à tous les logiciels, ça fait partie du programme Ségur, d'implémenter cette brique d'authentification fournie par l'État pour standardiser et sécuriser l'accès aux logiciels de santé, confère tous nos problèmes de piratage qu'on a aujourd'hui. Idem pour la carte vitale, hein, à partir le dernier quadrimestre de l'année 2022, on va commencer à déployer une e-carte vitale pour l'ensemble des assurés sociaux pour qu'ils puissent aussi, lorsqu'ils utilisent des applications numériques, se connecter de façon sécurisée, pas uniquement avec un identifiant et un mot de passe, et avec tous les cas d'usage classiques de la carte vitale plastique. Donc voilà, on veut moderniser ça pour aussi sécuriser les échanges des données de santé. On veut déployer massivement ce qu'on est en train de faire, une messagerie sécurisée nationale. Enfin, franchement, on faisait des statistiques sur les outils les plus utilisés pendant la crise Covid. C'est Gmail et WhatsApp qui sortent en premier en France. Non, mais on ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. Donc là, maintenant, ça y est, on a travaillé avec les industriels sur les messageries. On est en train de les déployer partout en France. Et tous les citoyens, vous, nous, moi, tout le monde, on aura notre adresse de messagerie sécurisée de santé pour pouvoir dialoguer avec nos médecins, nos hôpitaux par un canal sécurisé de messagerie dédié à la santé, souverain, hébergé en France et tout ça. À partir de janvier 2022, tout ça, ça va être déployé à tous les Français. On va imposer l'usage de cette messagerie. On ne pourra plus utiliser des messageries non sécurisées. Pour ça, effectivement, ce qu'expliquait Clara, c'est que derrière, il y a un financement inédit. C'est jamais arrivé dans la e-santé en France qu'on bénéficie d'un tel appui et de tel budget. Donc 2 milliards pour faire ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire 1,4 milliard dans le champ sanitaire, 600 millions d'euros dans le champ médico-social pour modifier tous les logiciels de santé en France pour qu'ils intègrent les briques socles, là, les fondations de la maison que vous avez en bas à droite en rouge sur le schéma, et en disant à un horizon de 1 an, voilà, donc 1 an à partir de maintenant, on veut voir, donc dernier trimestre de l'année 2022, on modifie tous ces logiciels de la médecine de ville, de la biologie, de la radiologie, de l'hôpital, plus tard pharmacie et infirmières et fonctions paramédicales, dentistes, etc. Mais on commence là par radiologie, biologie, hôpital, médecine de ville et bientôt pharmacie. Et on dit tous les logiciels doivent passer par la labellisation de l'État.
via l'Agence du numérique en santé, intégrer les briques socles, tout ce que vous avez en rouge en bas à droite, fourni par l'État, les fondations de la maison, et pour quel cas d'usage, le partage sécurisé de données de santé, de quelques données de santé clés. On essaie d'être humble, on ne va pas avoir le grand soir, mais on commence par les données de base du parcours de soins, les comptes rendus d'hospitalisation, sous un format numérique sécurisé par messagerie via via mon espace santé, donc le nouveau DMP, et indexé sur l'identité nationale de santé. Ces données-là, du compte rendu d'hospice, les résultats de biologie, les comptes rendus d'imagerie et tout ce qui vient de la médecine de ville de type ordonnance, courrier, certificat, toutes ces données-là, le Ségur est fait pour que les logiciels de tous ces professionnels de santé, ils échangent par messagerie sécurisée et via le nouveau DMP, le DMP pour le restituer aux citoyens français. Donc ça, c'est un programme avec des moyens inédits, avec une méthode totalement nouvelle où l'État contractualise avec les industriels et finance les industriels pour qu'ils mettent à jour leur logiciel. Et en plus de ça, via les programmes SunOS pour l'hôpital, via les négociations conventionnelles pour la médecine de ville, donne de l'argent aux professionnels de santé pour qu'au-delà du fait qu'on leur a financé la mise à niveau de leur logiciel, on les soutient pour qu'ils jouent le jeu du partage sécurisé des données de santé en France, pour qu'on franchisse un vrai cap collectif dans le partage des données de santé dans le cadre des parcours de soins. Derrière ça, et j'en ai encore pour 3-4 minutes, j'ai fini, à partir de janvier 2022, va être ouvert à tous les Français ce qu'on appelle Mon Espace Santé, une application hébergée en France qui est un nouveau service public numérique national, un espèce de nouveau DMP augmenté avec 4 fonctionnalités. Un coffre-fort numérique de données de santé, donc l'équivalent de l'ancienne DMP. On a d'ailleurs récupéré les briques du DMP pour fabriquer ça, dans lequel on peut ranger soi-même en tant que patient citoyen ses données de santé. On peut renseigner son profil médical, ses antécédents, ses allergies et soi-même les mettre dedans. Ensuite, au fur et à mesure, grâce au programme Ségur, que les logiciels vont être modifiés et pourront nous envoyer directement nos données de santé en provenance des professionnels de santé, ça va être alimenté aussi par les professionnels. Donc ça, c'est la partie brique en haut à gauche du DMP, du coffre-fort numérique sécurisé. Deuxième brique, une messagerie sécurisée de santé. Tous les Français auront leur adresse de messagerie sécurisée de santé. Et dès qu'un professionnel a lui-même une messagerie sécurisée, il pourra dialoguer par un canal sécurisé avec son patient. Notre adresse de messagerie, à chacun d'entre nous, elle sera basée sur notre INS, sur notre identité nationale de santé, sur notre identifiant national de santé. En gros, pour moi, ça sera mon numéro de sécu, @patient.mssanté, la messagerie nationale.fr. Un médecin qui a cette adresse, il peut se passer bientôt de Gmail, WhatsApp et toutes les messageries non sécurisées pour éviter que nos données se baladent sur des serveurs en Californie et pas forcément avec les règles de sécurité à la française. Troisième brique, un agenda santé pour tous les Français, numérique, pour qu'on puisse ranger nos rendez-vous, nos prochains examens de prévention, etc. Et ensuite, un catalogue d'applications, donc un store, avec des applications développées par nos industriels, nos startups, etc. Ça peut être des applications de prévention, des applications de prise de rendez-vous, des applications de téléconsultation, des applications de dispositifs médicaux connectés, une balance connectée, un glucomètre connecté. Ça peut être une application de détection précoce de maladies, ça peut être un portail de préadmission d'un hôpital. Enfin, toutes ces applications de e-santé à destination du citoyen français, l'État leur donne un référencement, vérifie des règles de sécurité, d'éthique, d'interopérabilité et ensuite les expose aux Français. Dans ces applications, elles ont été référencées, vous pouvez les utiliser et ces applications, vous pourrez récupérer les données qu'elles gèrent, mon application de prise de rendez-vous, mon glucomètre connecté, les données qu'elles gèrent, vous pourrez les synchroniser, les récupérer dans votre espace numérique, dans votre coffre-fort, dans votre DMP. Donc, le calendrier, c'est quoi? C'est conformément à ce qu'on vous avait annoncé, ce que je vous avais annoncé quand j'étais venu vous voir il y a 2 ans. On tient le timing qu'on avait dit. C'est-à-dire, en gros, on a fait 3 départements pilotes avec l'assurance maladie, la Haute-Garonne, mon département préféré en France, la Loire-Atlantique et la Somme, où on a testé dans le cadre de pilotes, débugué, etc. Donc aujourd'hui, on est à
à peu près 3,6 millions d'espaces numériques de santé. Je pourrais vous montrer le mien pour ceux que ça intéresse tout à l'heure, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, ça y est, c'est créé et à partir dans ces départements pilotes. Et à partir de janvier, voilà, là, on va passer à la généralisation France entière. Avec chaque Français recevra un courrier ou un mail de l'assurance maladie lui annonçant qu'il peut activer son espace santé. Et sans réponse du citoyen, en tout cas s'il ne s'y oppose pas, au bout de 6 semaines, c'est créé. Donc, ça veut dire que c'est créé automatiquement. Donc, ça veut dire que les médecins, les hôpitaux, les biologistes vont pouvoir commencer à l'alimenter en données de santé dès lors que leur logiciel est compatible. Donc, on imagine, donc tout ça, ça va prendre à peu près 3 mois, le premier trimestre, le fait d'envoyer les courriers à tout le monde, plus le délai de réflexion, etc. Donc, on estime qu'en avril-mai, on aura aux alentours de 65 millions, on espère en tout cas, de mon espace santé créé en France. Donc, en gros, voilà à peu près le timing. Aujourd'hui, juste vous dire, pour conclure et puis avant d'échanger avec vous, c'est que le plus compliqué en France, c'est d'avancer de façon collective. C'est ça le plus dur. On avance toujours en ordre dispersé et dès qu'il y a quelque chose qui sort, on est tout le temps en train de s'autocritiquer, d'être sceptique, d'être pessimiste, etc. Et il y a toujours des raisons de dire que ça ne va pas aller parce que ça ne sera pas parfait et il y aura plein de choses critiquables, etc. Mais on a une occasion unique d'alignement en France, de planète, pour que, pas que ça soit le grand soir, pas que tout soit parfait, mais qu'on fasse progresser notre pays collectivement, professionnels de santé, pouvoir public, industriel, avec des moyens inédits, avec une vision qui est partagée, avec une plateforme qui sera critiquée, je ne suis pas naïf, mais qui va être proposée à tous les Français. On a la possibilité de construire notre souveraineté numérique en e-santé en France. Et voilà, on a perdu il y a 20 ans notre souveraineté dans l'industrie. Aujourd'hui, on râle de ça. Il ne faut pas qu'on perde la souveraineté dans les prochaines années en matière de numérique dans notre pays. Et donc, on a une possibilité de se mobiliser pour essayer vraiment d'accompagner tout ça et de faire franchir un cap. Il ne faut pas qu'on loupe cette occasion. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Très bien, merci, Monsieur Pont. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des personnes qui ont des questions à poser à M. Dominique Pont, qui a été présenté. Bonjour, Zéti. Oui. Si tu peux te présenter juste avant, comme ça on saura, voilà, juste donner ton nom et d'où tu viens. Bonjour, Marie-Louise Nouvelet, je suis pilote de la Maya Guyane. J'avais une question concernant mon espace personnel, donc l'espace dédié aux applications. Nous sommes en cours de travaux pour le déploiement de e-santé, donc le e-parcours du moins. Pépite Parcours, est-ce que c'est typiquement ce type d'application-là qui vont se retrouver dans mon espace santé côté application? En tout cas, dans l'application e-parcours que vous déployez, dans l'application e-parcours, il y a une vue professionnelle de santé et il y a une vue patient. Je ne connais pas votre outil. Celle qui a vocation à être dans le catalogue d'applications de mon espace santé, je vois Ronald qui opine du chef, c'est la partie patient. C'est celle-là qui a vocation à être dans ce qu'on appelle entre guillemets le store, même si je n'aime pas trop le terme, mais dans le catalogue d'applications. Voilà, donc oui, donc ça a vocation à être dans le bouquet de services des patients, en fait. Voilà, donc c'est bien ça, tout à fait. Merci, c'est rassurant parce que s'il y a finalement divers espaces, c'est un peu ingérable. Donc, cette réponse pour moi, elle est rassurante. Merci. Et juste si vous avez 2 minutes, je vous montre mon espace santé à moi perso. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Comme ça vous paraîtra concret. Puisqu'en Haute-Garonne, comme je vous l'ai dit, ça a démarré. Donc, tous les gens de Haute-Garonne l'ont. Et donc, en gros, vous le voyez là sur mon écran ou... Ouais, c'est bon? Oui, c'est bon, Dominique. C'est bon, pardon. Et donc, en gros, vous avez le menu en haut là, vous voyez, madame là. Donc,
les documents, la messagerie, ce qu'on appelle le profil médical, c'est-à-dire son histoire médicale. Et ensuite, au moment de la généralisation, il y aura l'agenda et le catalogue d'applications. Et c'est dans le catalogue d'applications qu'il y aura la vue patiente de votre programme e-parcours. D'accord? Donc, pour l'instant, en Haute-Garonne, on a testé les premières briques. On n'a pas encore testé l'agenda, le store. Ça sera dans le courant de l'année 2022. Donc là, si vous voyez en gros à quoi ça ressemble, donc vous êtes, c'est pas de la triche, hein, c'est pas du fake, c'est vraiment le mien. Je me suis connecté en vrai, donc c'est pas, voilà, c'est pas, voilà. Vous êtes vraiment dans mes données médicales. Donc vous avez le profil médical dans lequel on invite tout le monde, vous voyez à gauche, à renseigner son histoire médicale. Donc, par exemple, moi, j'ai été opéré de la thyroïde, j'ai une thyroïdectomie, donc je suis sous lévothyrox, etc. On peut renseigner quand est-ce qu'on a été hospitalisé, je suis allergique à la pénicilline, quand est-ce on peut noter ses vaccinations, on peut noter ses mesures de santé, vous voyez, poids, taille, la température, etc. Et au fur et à mesure, on aura des dispositifs médicaux connectés, ça viendra automatiquement dans le catalogue, justement, alimenter ces constantes de santé. On peut noter ses antécédents familiaux, vous voyez à gauche, ses directives anticipées, etc. On a l'historique de remboursement des soins de l'assurance maladie. Bon, tout ça. Et à la fin, on peut télécharger son profil médical, vous voyez, comme ça, là. Et puis, donc, il y a le résumé de mon histoire. Et ça, par un canal sécurisé, je peux l'envoyer, par exemple, en amont d'une hospitalisation, en préadmission à mon hôpital pour faciliter le travail d'enregistrement de mon dossier par mes infirmières. Vous voyez, par exemple, un cas d'usage. Donc, il y a la volonté de dire aux gens, ben, voilà, petit à petit, plutôt que de garder toutes vos informations quelque part dans une armoire, eh bien, vous pouvez les ranger dans un coffre-fort numérique sécurisé, ensuite les partager selon votre volonté avec les professionnels qui vous prennent en charge pour aider à votre parcours de soins. Donc ça, c'est la partie profil médical. Deuxième point, c'est le nouveau DMP, si vous voulez, qui a été totalement refondu, où en gros, ce qu'on appelle les documents de santé qui sont classés par type de documents. Vous voyez, les ordonnances, les radios, les résultats de biologie, les certificats, bon, voilà. Et donc là, la volonté, c'est de rendre beaucoup plus simple et intuitif pour les gens, pour le citoyen lambda, de dire ben, j'ai des documents papier dans mon armoire, je prends 2 heures et je les range dans mon espace en les prenant en photo, ou si je les ai sur mon ordinateur, j'ajoute un document, je fais un drag and drop sur mon téléphone, je prends une photo de mon document et directement, je le range dans mon espace numérique. Voilà, de façon, et moi-même, je le range dans le bon intercalaire de mon classeur numérique. Donc, il y a une volonté par rapport au DMP de beaucoup plus donner la main au citoyen pour qu'il puisse lui-même ranger ses données de santé. Et ensuite, évidemment, au fur et à mesure où les logiciels de santé des médecins des hôpitaux seront passés à la labellisation Ségur, par exemple, moi, dans l'hôpital où j'ai été opéré, donc à la Clinique Pasteur, l'éditeur de logiciel qui s'appelle Dédalus, ça y est, il a rendu son logiciel conforme Ségur. Et donc, j'ai pu récupérer mes données de santé stockées quand j'étais opéré en 2004 dans ma clinique. Par exemple, quand on m'a enlevé la thyroïde. Vous voyez, donc là, c'est le compte rendu opératoire poussé par l'éditeur de logiciel qui s'appelle Dédalus, qui est le dossier patient de la clinique Pasteur. Et donc là, hop, j'ai pu le récupérer automatiquement, ainsi que des lettres, des courriers, etc., des données de santé qu'il y avait dans l'hôpital, mais qu'on ne m'avait jamais restitué parce que je n'avais pas d'espace et ce n'était pas compatible DMP. Donc, vous voyez là, par exemple, typiquement, un éditeur est déjà conforme au Ségur. C'est un gros éditeur, hein, par exemple, Dédalus. Et ensuite, il y a la messagerie, où ce que je vous expliquais, c'est qu'on aura tous notre adresse messagerie. Là, je vous le surligne. J'espère que vous voyez ce que je fais à l'écran. Ça, c'est mon adresse à moi avec mon numéro, mon INS, qui est mon numéro de sécu, @patient.msanté.fr. Le simple fait de connaître cette adresse de messagerie a permis à des professionnels de santé, par exemple un hôpital qui est équipé de messagerie, d'envoyer, par exemple, mon bon d'hospitalisation. Et moi, il me dit, renvoyez-moi telle information et je peux lui répondre, attacher des documents, lui envoyer mon dernier résultat de biologie, par exemple, et je peux dialoguer sur la sollicitation de mon médecin pour lui envoyer des documents médicaux par un canal sécurisé. Donc ça, c'est testé, on l'a débugué, on est dans le concret maintenant des usages de tout ça. Et juste vous dire que dans les territoires pilotes, la courbe d'alimentation du DMP est devenue exponentielle. Voilà. Le simple fait de stimuler tout ça, en fait, rend exponentiel. C'est pour ça que
voilà, ça ne va pas être tout de suite, ça ne va pas être le grand soir, etc. Mais à horizon 18-24 mois, je pense vraiment qu'on va franchir un cap de partage de données de santé. Très bien. On a Madame Delion qui a levé la main. Si vous pouvez vous présenter, Madame Delion aussi. Oui, bonjour, Pascal Delion. Donc, je suis coordinatrice de France Asso Santé Guyane. J'avais une question. Donc là, j'ai bien compris qu'on allait pouvoir, enfin, les USG allaient pouvoir alimenter eux-mêmes mon espace santé avec leurs documents de santé. Alors, j'ai deux questions. C'est concrètement comment on va chercher les documents de santé anciens dans les établissements. On vous dit que vous avez été chercher vos informations de santé dans des établissements pour des examens que vous aviez fait auparavant. Techniquement, en gros, comment ça se passe? Et la deuxième question, c'est comment on a l'assurance peut-être que les établissements, les professionnels de santé, ils vont eux-mêmes, à partir de janvier 2022, alimenter notre espace santé, en fait. C'est-à-dire, est-ce que ça va se faire dans les deux sens? Est-ce que… Alors, il y a plusieurs questions. Premier point, à partir de janvier 2022, ce que je vous explique depuis tout à l'heure, c'est que d'un seul coup, tous les logiciels de santé en France ne seront pas modifiés pour être compatibles. C'est le programme Ségur, avec un financement de l'État, qui va faire que chaque industriel va devoir modifier son logiciel pour qu'il intègre l'identité nationale de santé, la messagerie, le connecteur avec mon espace santé. Et au fur et à mesure où ces industriels, financés par l'État, encore une fois, labellisés par l'État, ils vont modifier leur logiciel, ils vont les installer chez leurs clients, médecins, hôpital, biologistes, radiologues. Et c'est quand ils auront fait ça que automatiquement les données de santé gérées par un médecin ou un hôpital vont arriver dans l'espace numérique de santé du patient. Donc ça, ce que je vous dis, c'est qu'on est sur un timing qui prendra 18 à 24 mois pour qu'on ait modifié, je ne sais pas, 80% des logiciels de santé en France. Et donc, ça va arriver au fur et à mesure où ces logiciels, ils auront été modifiés. Ça, donc, la réponse, ça sera, c'est pas d'un seul coup que ça va arriver, c'est au fur et à mesure que ces logiciels vont être tamponnés par l'État et labellisés et modifiés par l'éditeur qui a fait le logiciel. Et ensuite, bien sûr, il y a un accompagnement, une incitation aux établissements et aux professionnels de santé pour qu'ils jouent le jeu de cliquer sur le bon bouton pour nous envoyer nos données de santé. Mais la première étape, c'est d'abord mettre aux normes les logiciels. Ensuite, sur la récupération du stock, c'est-à-dire ce qu'on appelle le stock, c'est-à-dire l'historique des données de santé qu'on a dans notre hôpital ou chez notre médecin généraliste ou même dans notre labo de biologie, etc. En fait, d'ailleurs, ça, c'est une revendication très forte avec un très volontariste de France Asso Santé, de dire que ça serait super qu'on propose aux Français de leur dire vos données de santé, petit à petit, on vous réinjecte votre historique. Il faut le faire de façon sécurisée. Donc là, le cadrage national va venir avec une instruction, mais on se dirige vers quoi? On se dirige vers le fait qu'à l'occasion d'une nouvelle hospitalisation, d'un nouvel épisode de soins, c'est-à-dire quand le patient il revient voir son médecin ou il est hospitalisé dans son hôpital, à ce moment-là, on doit enregistrer son identité nationale de santé et s'assurer que c'est bien la bonne personne. Donc, on n'injectera pas le stock comme ça en faisant n'importe quoi. On le fera à l'occasion. On est bien sûr que c'est cette personne-là. Et là, on récupérera son identité nationale de santé. Et dès lors qu'on est sûr de l'identité, on est sûr de l'identité nationale de santé du patient en question, à ce moment-là, si le logiciel de l'hôpital sait chaîner les épisodes antérieurs, c'est-à-dire moi, par exemple, je sais que tel patient, j'avais un identifiant à moi, mais je suis sûr que je sais revenir dans l'historique. Dès que j'ai l'INS, à ce moment-là, je peux envoyer les courriers, les lettres de liaison, les quelques documents clés du parcours de soins, des épisodes d'hospitalisation antérieure. Donc, à l'occasion de la nouvelle venue en hospitalisation d'un patient. Donc, ça ne se fera pas comme ça en balançant les données, ça se fera au fur et à mesure où on qualifie bien l'identité du patient. Très bien, merci. On a une autre main levée, docteur Thomas. Si vous pouvez aussi vous présenter. Oui, bonjour, Gilles Thomas, je suis le conseiller médical du SS Guyane 6 et je m'occupe entre autres en Guyane du déploiement de la télémédecine et de l'identitovigilance, donc de l'INS.
Je voulais juste, alors pour un citoyen français assuré social, tout ce que vous nous avez raconté là, c'est parfait. Ça fait 20 ans qu'on l'attend, vous avez raison, et il était temps que ça vienne. Par contre, on a en Guyane une démographie qui est quand même assez particulière, avec un taux de clandestins qui approche les 20-30% et un nombre d'usurpations d'identité qui explose tous les plafonds, à tel point qu'on s'est consulté avec mon homologue de Mayotte pour voir comment on pouvait répondre à cette situation-là. Pour ces usagers-là, qui sont aussi des patients de nos structures de santé, comment on fait? Est-ce qu'on reste à la situation antérieure ou est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait éventuellement être prévu pour régler ces problèmes-là? Oui, je l'avais quand j'étais venu vous voir, on était même, voilà, on avait visité, on avait discuté avec vous. J'étais même allé à Maripasoula. Bon, où effectivement, voilà, c'est clairement hyper compliqué à gérer. Ça doit être très compliqué pour vous aussi, hein, j'imagine. Bon, là, la première version qui va sortir en 2022, Dr Thomas, de mon espace santé sera indexée sur l'identité nationale de santé. Ce qui est prévu, mais même prévu par la loi pour tous les cas particuliers, c'est qu'il y ait des exceptions au fait que mon espace santé soit systématiquement indexé sur une reconnaissance qu'on appelle, enfin, vous le savez, d'INS qualifié. En tout cas, en 2022, on n'aura pas la bande passante pour être capable de proposer une solution pour tous ces cas qui n'ont pas d'identité nationale de santé. L'architecture technique le permettra, mais en 2022, en tout cas, on va se concentrer pour déjà déployer ce qui était prévu dans le cas le plus simple, qui est déjà super compliqué de gérer quand la personne en arrive à qualifier son identité. C'est-à-dire que pour l'instant, on en reste à la situation antérieure et le débranchement des serveurs de rapprochement d'identité tel qu'il était prévu avec le déploiement de l'INS n'est pas d'actualité pour nous. Si, il va se faire progressivement partout, c'est possible, effectivement. Mais vous ne pouvez pas y couper pour tous ceux qui n'ont pas d'INS. Okay. Mais la trajectoire, Dr Thomas, d'extinction des plateformes de rapprochement d'identité, elle a été négociée avec l'ensemble des grades pour une trajectoire progressive pour que ça soit fini en 2024. C'est ça qu'on a dit dans la feuille de route. En tout cas, partout où dans les logiciels de l'hôpital, des biologistes, des radiologues, de tous les logiciels de santé, chaque fois qu'on peut qualifier l'INS, c'est maintenant le standard. Voilà. On est d'accord, mais je ne vous cache pas que 2024, ça risque pour nous d'être un peu compliqué quand même. Voilà. Moi, vous comprenez que moi, vu ma position, je suis obligé d'être volontariste parce que sinon, on va encore avoir des serveurs de rapprochement dans 30 ans. Donc, moi, il faut que je sois volontariste. Mais après, on s'adaptera au réel, bien sûr, et aux particularités. Okay. En tout cas, il faut essayer collectivement de faire cet effort d'aller dans ce sens-là. Je pense que vous aussi, vous en êtes convaincus parce que c'est quand même de l'amélioration de la sécurité des soins, hein, quand même, dont il s'agit. Mais j'en suis tellement convaincu que je vous disais, avec mon homologue de Mayotte, on a même été voir une start-up pour voir si, pour lutter contre l'usurpation, par exemple, on ne pouvait pas imaginer rajouter un trait strict supplémentaire qui serait une photographie de la rétine. Vous voyez où on en est, quoi. Ouais, je vois bien. Ouais, je me rappelle très bien que l'avoir constaté quand j'étais venu chez vous et c'est sûr que ça complique beaucoup les choses. Très bien. Alors, on a beaucoup de mains levées. On va traiter ces 2 mains levées et puis je vous propose qu'on continue dans le programme parce qu'on a aussi on voulait aussi parler de comment en fait s'intégrer dans cette stratégie nationale avec nos outils au niveau de la région. Donc là, je propose qu'on traite les 2 mains levées et qu'on passe du coup à la suite. Donc je vais laisser la parole à Didier Pro, je ne sais pas c'est qui. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Didier Guidoni au choc. Je salue Dominique Pont et je le félicite pour les avancées extraordinaires qui ont eu lieu sous son égide. Mais je voudrais effectivement renforcer ce que disait M. Thomas. Les doublons d'identité-vigilance au choc, c'est 28% des patients. Donc c'est un sujet quotidien. Et je ne reprends pas ce qu'a dit M. Thomas, les migrations, les usurpations des entités, on le vit tous les jours.
Moi, je serais assez preneur, Dominique, que vous puissiez ou tu puisses nous indiquer une marche à suivre, en fait, parce qu'on sait qu'on va devoir effectivement aller vers le débranchement des serveurs d'identité-vigilance et de rapprochement des identités, et moi, je pense qu'on peut être d'accord avec toi, mais on a besoin vraiment d'une marche à suivre pour savoir comment on peut au mieux se diriger vers ce débranchement. Parce que en interne, on perd énormément de temps. Et je t'avoue que parfois, on ne sait pas trop ce que nous devrions faire pour nous préparer demain à l'INS. Est-ce que demain, il serait possible d'avoir un INS provisoire qu'on qualifierait au fur et à mesure? Est-ce qu'on doit modifier totalement la manière dont on admet les patients à l'hôpital pour limiter au maximum tous ces doublons et toutes ces usurpations d'identité? Voilà. Alors, je ne te demande pas une réponse maintenant parce que la question est complexe et je pense que ça vaudrait le coup pour un département comme la Guyane, parce que je pense que les 3 hôpitaux sont concernés par le même problème, qu'on ait, avec votre appui, voilà, un atelier de travail qui nous permette de tracer une feuille de route pour les 3-4 ans qui viennent, qui nous permettra d'être plus à l'aise pour aller vers l'INS. Ce que je te propose, Didier, là, tu vois qui c'est Raphaël Beaufray à la DNS? Ouais. En fait, c'est monsieur INS. Et donc, ce que je te propose, c'est tu lui envoies un mail et tu me mets en copie. On se fait un atelier que là-dessus de trajectoire. Moi, ce que j'ai vu là dans les logiciels qui ont migré pour intégrer l'INS, il y a toujours le plan B pour récupérer l'INS sans l'avoir qualifié. C'est juste sur la base de 3 traits d'identité. Nom, prénom, date de naissance, tu récupères via le téléservice un INS. Certes, il n'est pas qualifié, mais tu as une espèce d'INS provisoire, ce que tu appelles INS provisoire. Donc, toi, bon, je pense que les solutions pragmatiques, on peut en trouver ensemble par rapport à ça avec une trajectoire. Donc, si tu envoies un mail à Raphaël Beaufray, et voilà, tu as le mail là dans le chat, et tu me mets en copie et on se cale une petite réunion de travail là-dessus. Merci à toi. Je peux vous interroger. Je suis bien sûr intéressé pour participer à ce groupe de travail et je pense que ça serait bien d'intégrer mon homologue de Mayotte aussi, qui était très demandeur. Ok. Très bien. Docteur Stilios, vous êtes aussi vous présenter? Oui, bonjour, je suis le docteur Stilios, chirurgien dentiste à Rémuire-Montjoly, en libéral. Et pour répondre au docteur Thomas, nous, on est confrontés à l'usurpation d'identité de temps en temps. Et on a dans nos logiciels professionnels qui se mettent à jour, on a des radios panoramiques. Et souvent, quand on recoupe les radios, on voit que ce n'est pas la même personne. Donc, si ces radios sont téléchargées sur le dossier DMP, on peut les recouper et on voit que ce n'est pas la même personne. Alors après, comment réagir face à ça? Là, on n'est pas obligé de faire une photographie de la rétine ou du fond de la rétine ou quoi que ce soit. On a des radios qui circulent énormément dans les cabinets dentaires. Très bien. Je vois que quand même, ça suscite pas mal de questions autour de l'INS. Je propose, dans tous les cas, la proposition de Dominique Pont de faire vraiment l'atelier là-dessus. Je pense que c'est une très bonne idée. Je vous propose quand même de continuer dans notre programme. Donc, on avait prévu par la suite de montrer comment les outils au niveau de la région s'intègrent dans cette stratégie nationale et vous montrer aussi un avancement sur tous les différents sujets, les différents projets sur lesquels nous avons entamé. Alors, je reprends la main sur... Est-ce que vous voyez bien mes diapos? La diapo? Oui. Voilà, ok. Alors du coup, on s'était pris l'exercice de voir aujourd'hui comment les outils, par rapport à tout ce qui a été présenté sur la stratégie nationale, comment nos outils e-santé au niveau de la région, en fait, peuvent accompagner le parcours d'un usager en Guyane. Donc pour cela, je vais laisser la parole au GCS-BIA6 et à l'assurance maladie.
Bonjour. Donc, le scénario présenté est une cible. Les outils e-santé identifiés sur ce parcours sont d'ores et déjà disponibles dans certains établissements. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler de Sylvina, qui est une future maman. Elle vit à Maripasoula, une ville isolée du fleuve, accessible seulement par voie aérienne ou par des jours de pirogue. Autour d'elle interviendront différents professionnels tout au long de son parcours. Olivia, la sage-femme, soupçonne un diabète gestationnel et en échange avec le médecin traitant de Sylvina par messagerie sécurisée. Elle lui fait des prélèvements qui seront alors envoyés au CH de Castres en métropole. Les résultats d'examen sont disponibles. Une notification est arrivée au médecin traitant de Sylvina et à la sage-femme. Ces derniers iront se connecter au portail régional des professionnels de santé de Guyane grâce à leur ICPS, afin d'accéder à leur messagerie sécurisée et de pouvoir consulter les résultats. Les résultats sont tombés et ils décident alors d'inscrire Sylvina, avec son consentement, dans un parcours diabète. C'est la coordinatrice du réseau qui démarra l'inclusion de Sylvina et des différents professionnels faisant partie de l'équipe de prise en charge grâce à l'outil Pépite Parcours et son module Globule. Les différents acteurs accéderont en fonction de leur métier et de façon sécurisée aux documents et informations concernant l'état de santé de Sylvina. Ils peuvent ainsi se coordonner pour un meilleur suivi de leurs patients. À 6 mois de grossesse, Sylvina a des contractions. Elle se rapproche de son centre délocalisé de prévention et de soins. Sa sage-femme a peur d'un accouchement prématuré et programme une évacuation sanitaire pour Sylvina. Le pépite dossier de Sylvina est complété par l'ensemble du personnel du CDPS, ce qui permet aux équipes d'avoir connaissance de l'ensemble de la prise en charge à l'intérieur de l'établissement et à venir dans les autres établissements utilisateurs du dossier patient. Le personnel du CDPS vérifie également la disponibilité en lit grâce au répertoire opérationnel des ressources dans les établissements de la région afin de connaître quel établissement pourra accueillir Sylvina. Pour le dossier de coordination, la coordinatrice du réseau DIAM mettra à jour l'équipe de coordination en incluant l'assistante sociale. Sylvina est alors transférée au CHC. À sa naissance, Evan se voit attribuer une identité nationale de santé, l'INS, et un espace numérique de santé qu'on appelle aussi Mon Espace Santé. Concernant Mon Espace Santé, cette création sera automatique pour tous les patients à partir du 1er janvier 2022. Ces deux éléments sont des services socles du Ségur qui permettront le partage des données de santé d'Evan entre les professionnels de l'équipe de soins de l'hôpital, mais également avec les professionnels exerçant en ville et dans le secteur médico-social. Le terme INS est utilisé pour bien dire que les données de santé d'Evan sont référencées dans le cadre de sa prise en charge sanitaire, médico-sociale et ambulatoire. Donc Evan dispose d'une identité nationale de santé qui lui est attribuée dès sa naissance. Concrètement, pour les professionnels de santé, comment l'identité nationale de santé peut être recherchée ? Donc, le professionnel de santé, qu'il soit dans le cadre de la prise en charge à l'hôpital d'Evan ou dans le cadre de consultation en ambulatoire, il se munit de sa carte CPS ou CPE, qui est une carte nominative, et il va aller rechercher et récupérer l'identité nationale de santé d'Evan par l'intermédiaire d'un service dédié et sécurisé qu'on appelle le téléservice INSI. Donc, pour prévenir tout risque de confusion entre deux usagers, le professionnel demande au moins une fois au représentant légal d'Evan, sa maman ou autre représentant légal, et à toute personne à qui pour lequel il va utiliser une identité nationale de santé, sa carte d'identité ou son passeport. Dans ce cadre de l'INS, la carte vitale n'est pas considérée comme un titre d'identité.
Et le même procédé est réalisé également pour le représentant légal d'Evan. Concernant le deuxième service socle, l'espace numérique de santé, sauf opposition du responsable légal d'Evan, la création automatique de l'espace numérique de santé d'Evan intervient 6 semaines à compter de la date d'envoi d'une notification de l'assurance maladie à l'ouvrant droit. Le principe de création automatique est valable pour tous les usagers du système de santé, y compris pour Evan. Dans le cas présent, c'est le responsable légal qui gérera jusqu'à la majorité d'Evan tous les documents de santé et données tels que l'historique de vaccination, les traitements en cours ou encore les derniers résultats d'examen, avec une interface simple, intuitive et sécurisée. Grâce à son espace numérique de santé, Evan profite aussi d'un dossier médical partagé, un vrai carnet de santé numérique, qui permet au responsable légal de consulter depuis son smartphone des documents de santé, tels que le volet de synthèse médicale, les résultats d'analyse biologique ou des comptes rendus d'hospitalisation, mais également de consulter d'autres rubriques telles que la vaccination, les informations administratives ou les données de remboursement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à tout moment, les professionnels de santé, que ce soit via le DMP, le dossier médical partagé, ou les professionnels de santé via Pépite, qui est aussi un logiciel interopérable avec le DMP, pourront y déposer les documents importants concernant la santé et la prise en charge d'Evan. Ces documents seront accessibles par sa mère, son médecin traitant ou tout autre professionnel de santé prenant en charge Evan. Tout cela accessible via son espace numérique de santé. Du coup, face à la grande prématurité d'Evan, l'équipe de Néonat demande une telle expertise à l'équipe du CHU de Martinique, avec qui ils ont l'habitude de travailler. Et ces derniers échangent au travers du service IMAG, module Télexpertise. Les images d'Evan sont ainsi partagées entre les établissements. Les professionnels ont la possibilité de se réunir autour du cas pour échange et l'ensemble de l'échange est tracé et sécurisé. Au besoin, les professionnels pourront utiliser la messagerie sécurisée pour envoyer le compte-rendu. La télexpertise a permis d'éviter une évacuation sanitaire au petit Evan. Evan étant né prématuré, le CHC l'oriente vers le centre d'action médico-sociale qui utilise lui aussi Pépite dans sa version dossier de l'usager. Les différents professionnels, psychomotriciens, ergothérapeutes, orthophonistes, peuvent alors alimenter le dossier d'Evan Le temps passe et Evan grandit. Le médecin traitant d'Evan fait une demande de prise en charge à la MDPH. Grâce aux établissements médico-sociaux qui ont pris l'habitude de mettre régulièrement à jour leurs informations sur le répertoire opérationnel des ressources, la MDPH envoie des notifications via l'outil Via Trajectoire vers 2 établissements médico-sociaux susceptibles de prendre en charge Evan. Les établissements ont pris connaissance de ces notifications et Sylvina, la maman d'Evan, les a contactés. Evan attend actuellement une prise en charge. Il est sur liste d'attente. Alors, à chaque étape de la prise en charge, le consentement de Sylvina pour le partage des données d'Evan a été recueilli. Très bien. Alors, donc voilà, c'est vraiment une présentation d'un parcours, on va dire un parcours qu'on a inventé avec une transposition des différents outils aujourd'hui, donc aussi bien nationaux que régionaux, pour aider à la prise en charge de la maman Sévina et du petit Evan. Alors, est-ce que, par rapport à cette présentation, est-ce que ça suscite des questions? Ok, une main levée, docteur Thomas. Oui, excusez-moi si je suis un peu bavard, mais j'aurais deux questions. La première sur l'INS. Dans chacun des établissements, un des logiciels, souvent la GAP,
est en capacité, enfin récupère l'INS auprès auprès du serveur INESI. Là, il n'y a pas de problème. C'est des DALUS pour les trois établissements de Guyane. Ça marche bien, il n'y a pas de souci. Par contre, sur la diffusion de cette INS au logiciel métier, on rencontre des fois des difficultés. Est-ce que cette diffusion et cette capacité des logiciels métiers à récupérer l'INS qui a été récupérée par la GAP est aussi évaluée ou validée par les services de l'État? Et ma deuxième question concerne l'identification des documents médicaux par l'INS. Est-ce qu'il y a une règle particulière ou une référence opposable qui indique la forme, le formalisme de cette identification? Est-ce que c'est une cartouche sur le document avec l'identifiant INS et les Est-ce que c'est juste l'identifiant? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu ou une référence qui a été imaginée dans ce sens? Alors, docteur Thomas, je ne sais pas qui voudrait répondre à la question du docteur Thomas. On est vraiment sur un champ assez technique. Tout ce que je propose, docteur Thomas, c'est de noter vos questions et éventuellement de les adresser plus aux équipes support nationales sur cette particularité de connexion à l'INSI. Et au moins sur et aussi sur le formalisme, qu'est-ce qu'on met sur un document médical, quoi? Il faut identifier les documents médicaux par l'INS, mais l'INS, c'est un identifiant suivi d'un autre identifiant et puis 5 très stricts. Donc, est-ce qu'il faut tout mettre sur le document? C'était là ma question. Docteur Thomas, c'est Elodie Chaudron de l'ANS. Je vous propose de m'envoyer un mail et je le communiquerai aux équipes en charge au niveau national pour qu'elles puissent vous répondre. Je vous envoie mon mail dans le chat. Merci. Je vous en prie. Alors, on a Madame Delion qui a levé la main. Oui. En fait, Oui, vous m'entendez? Oui. J'avais une question parce que donc vous avez indiqué que sur le parcours de soins de la patiente, Sylvana, vous l'avez appelée Sylvana, je crois, au fur et à mesure du parcours, en fait, on ajoute des professionnels, l'ergo, l'assistante sociale, etc. Et je voulais savoir qui, du coup, ajoute ces professionnels, comme pouvant avoir accès au dossier patient ou pouvant alimenter le dossier patient. Et comment, du coup, Sylvana, elle est au courant de qui a accès à son dossier patient? Comment on le voit, en fait, ça? Je parle pour l'usagère, pour la patiente. Gilles, du coup, sur la partie coordination, je peux te laisser répondre. Oui, sur le consentement, alors dans cette partie coordination, le consentement, il est présumé acquis pour l'ensemble des membres de l'équipe de soins. C'est-à-dire qu'il y a un consentement initial qui est demandé à la patiente ou à son ayant droit, à son responsable légal, et qui demande qui lui demande de consentir à la prise en charge par l'ensemble des membres de l'équipe de soins. Après, ça dépend des outils. Il y a des outils où les professionnels peuvent s'auto-inclure dans l'équipe de soins en indiquant bien sûr la justification de cette auto-inclusion. Et il y a des logiciels où c'est le responsable de parcours, le chef d'orchestre, théoriquement le médecin traitant, qui va générer cet environnement du patient, ce cercle de soins. À ma connaissance, il n'y a pas de choses prévues pour informer le patient au coup par coup que tel ou tel professionnel a été intégré dans son équipe de soins, et c'est une lacune qu'il nous faudra corriger.
Marie-Lise, tu as une question? Ah oui, c'était peut-être pour compléter par rapport à la question de Pascal de Lyon. Il y a des choses qui vont se faire après en dehors de la solution. Donc, j'extrapole, on serait sur le parcours Geronto, par exemple. La pratique, c'est quand même de s'entendre avec l'usager sur les professionnels qu'il veut. Si on voulait mettre un infirmier, que ça soit son choix. Si on voulait mettre un kiné, peut-être qu'il a déjà eu un kiné que le convenait, que ça soit son choix aussi. Donc, ce petit côté concertation avec l'usager, ça n'apparaît peut-être pas dans ce circuit, mais c'est fait aussi pour lui laisser. C'est peut-être aussi l'occasion de mettre le rôle important de la coordinatrice, enfin du coordinateur ou de la coordinatrice dans le parcours. Alors, ce que je voulais dire, c'est que sur le plan purement informatique, il n'y a rien qui est prévu, quoi. Mais est-ce que quand même le patient, à un moment donné, il sait qui a accès à son dossier patient? Même si ce n'est pas au coup par coup, est-ce qu'il a la visibilité sur qui a alimenté ou qui a accès à son dossier patient? Ou est-ce qu'il voit juste équipe de soins, coordinateur? Non, il a accès à l'ensemble des membres de son équipe de soins, hein. Il peut voir qui en fait partie. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de notification de l'ajout d'un professionnel de santé. Mais le patient peut avoir accès à l'ensemble des membres de l'équipe de soins. Il faut qu'il aille la chercher, quoi, l'information, tout simplement. Et puis, avec le déploiement de mon espace santé, ben, j'espère que ce problème-là sera traité de façon encore plus satisfaisante. Oui, et peut-être ajouter également que le patient, il a la possibilité de cacher certains documents à certains professionnels de santé. Tout son carnet de santé numérique n'est pas nécessairement visible dans sa totalité à tous les personnels qui font partie de son équipe de soins, sauf pour son médecin traitant, donc du coup coordinateur de l'équipe. Lui, il a accès à tout, mais les autres médecins, pas nécessairement. Et le médecin traitant, à la demande de l'usager, du patient, peut également cacher certains documents à certains professionnels de santé. Là où je mets un bémol, c'est qu'on a des outils qui sont déployés en Guyane où la philosophie a été inverse, c'est-à-dire on est parti du principe que l'ensemble des membres de l'équipe de soins, en fonction bien sûr de leur statut professionnel et de la matrice d'habilitation qui est mise en place, soient au même niveau d'information au niveau du patient. Après, c'est un choix, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Les deux ont leur justification. Et pour Globule, par exemple, le choix qui a été fait, c'est d'avoir justement ce même niveau d'information pour l'ensemble des membres de l'équipe de soins. Alors, une question pour Madame Douchin. Oui, bonjour mesdames et messieurs. Donc, je suis Françoise Delcelier-Douchin. Je travaille au Centre spatial guyanais et à la différence de beaucoup de mes collègues, je suis en charge non pas des lanceurs, mais du déploiement des applications du spatial pour le territoire de la Guyane. Donc, ma question porte sur les infrastructures télécom en Guyane et au travers de l'exemple que vous avez présenté, donc le parcours de Madame Sylvana se passe bien dans votre exemple. Donc les infrastructures télécom, et c'est ma question, actuellement permettent-elles d'offrir la même qualité de suivi, de prise en charge pour n'importe quel citoyen guyanais? Et si tel n'est pas le cas, parce que je pense qu'il y a quand même certaines zones pour lesquelles on n'a pas les infrastructures suffisantes pour déployer le même parcours, qu'est-il envisagé? Merci. Alors, Ronald, est-ce que tu veux répondre à cette question? Oui, tout à fait. Donc, bonjour Madame Touchin. Donc, c'est une très bonne question, hein. Donc, c'est vrai que avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les centres hospitaliers, le médico-social, on a vraiment conscience que
qu'il y a un gros travail sur les réseaux à fournir. Donc, nous, au niveau du GCS UASIS et avec ses membres, on a fini de préparer un dossier de consultation pour exprimer le besoin au niveau de la région, de manière à structurer aussi cette partie d'offres régionales pour la e-santé, c'est-à-dire structurer un réseau e-santé pour les acteurs de santé et qui permettrait d'accéder à un catalogue sur plusieurs technologies qui peuvent être le satellite, la DSL quand elle est présente, ou la fibre optique, ou d'autres technologies comme le hertzien. Donc, c'est un marché que nous apprêtons à lancer. Voilà, donc c'est vrai qu'on a identifié cela. Il y a le réseau en Guyane, c'est un gros sujet et de rupture du parcours de soins. Donc, nous, notamment avec les membres du GCS UASIS, voilà, on a finalisé ce dossier de consultation d'entreprise pour voir comment structurer justement comment dire, cette partie infrastructure au service des acteurs de santé. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce marché, c'est assez complexe, mais c'est quelque chose pour lequel on est prêt à lancer aujourd'hui. Voilà. Et bien sûr, en adhérence avec les acteurs du CNES, la région Guyane, qu'on a déjà consulté sur le sujet. Voilà. Je voulais juste vous dire que vous avez sur le volet satellitaire le soutien inconditionnel du CNES si vous avez besoin d'une expertise quelconque ou d'un accompagnement. N'hésitez pas. Tout à fait, on l'a bien entendu et donc dès qu'on lance la consultation, voilà, on est bien sûr prêt à travailler avec tous les offreurs de services, hein, puisqu'on a un lot qui est ce qu'on appelle des accès MPLS sécurisés, qui se baserait sur toutes les technologies possibles voilà, dont disposerait la région. Voilà. Donc, pour nous, c'est un prérequis essentiel, le réseau. Hein. Sans réseau qui soit efficient, ben, la donnée ne peut pas être transmise correctement. Donc, voilà, on a bien identifié cela et c'est un sujet qui va aussi nous animer en 2022. C'est un sujet pour lequel on ne peut pas passer sous silence les dispositions légales et réglementaires qui pénalisent l'accès des usagers. La répartition entre le public et le privé, quand il y a un acteur privé, l'acteur public ne peut pas intervenir, même si le truc privé ne marche pas. Là, il y a des choses qui, au niveau national, puisque c'est la loi, pourraient être corrigées et qui nous arrangeraient bien. Alors, je ne sais pas si M. Sagne est toujours connecté, s'il veut éventuellement apporter des précisions sur le développement du réseau numérique en Guyane et qui va justement nous aider à mettre en œuvre tous ces parcours de soins au niveau en termes d'usage numérique. M. Sagne, vous êtes connecté? Ah, je pense que M. Sagne s'est sûrement déconnecté. On continue avec les questions. Il y a Dr Tillos, vous avez une question? Oui, bonjour. Non, ce n'est pas une question, c'est à propos du DMP, pour le côté pratique pour les praticiens. Moi, je prends l'exemple de mon logiciel professionnel dentaire. Donc, on a la possibilité de créer ou de réactiver un DMP. Et pour ça, le consentement oral suffit. Et c'est vrai qu'il y a des cases à cocher. On peut autoriser le patient à accéder au DMP. On autorise le patient à accéder bien sûr à son DMP et de cacher certaines informations. Après, cacher les informations, je ne vois pas trop l'intérêt.
Mais dans certains logiciels professionnels, tout est déjà prêt. On peut créer, réactiver un DMP qui est devenu inactif avec le simple consentement oral. Très bien. Alors, pour revenir aussi sur une question qu'a posée Madame Delion sur l'espace de discussion, donc quelle proportion d'établissements, structures, professionnels de santé ont un logiciel compatible avec mon espace santé déjà en Guyane? Alors, au niveau de la Guyane, je peux donner quelques chiffres sur le volet secteur sanitaire, médico-social. Sur le volet libéral, je pense laisser la parole éventuellement à l'assurance maladie. Mais sur le volet, en tout cas médico-social, on a aujourd'hui 21 établissements qui souhaitent aller vers ce qu'on appelle le dossier patient, le dossier usager, qui soit interconnecté, donc aussi bien que DMP, la MSF, l'INS et voilà, toutes les briques Ségur hein, qui nous ont été présentées par Dominique Pont. Côté, alors, ce sont 21 qui se sont, on va dire, qui ont entamé une démarche d'interopérabilité avec ces outils-là. Alors, ça ne veut pas dire que les autres n'iront pas, c'est qu'on n'a pas encore eu de manifestation des autres acteurs là-dessus. Mais certains acteurs ont déjà un dossier usager. Sur le volet sanitaire, donc il y a bien sûr le déploiement du dossier patient informatisé de PEPIT, PEPIT DPI, qui est en cours de déploiement, qui a démarré au CHK, au CHC et qui va bientôt l'être au niveau du CHOG. Là, je parle un peu à la place des directeurs des établissements, mais je vous laisse, si vous voulez apporter plus de détails là-dessus, n'hésitez pas à intervenir. Et on a aussi des cliniques privées, Rainbow et le groupe Colombine, qui ont donc un dossier patient informatisé au sein de leur établissement. Et donc, les deux vont s'inscrire justement sur l'accélération Ségur numérique pour être compatible avec le DMP, l'INS, la messagerie sécurité santé aussi. Donc, normalement, horizon 2022, on aurait déjà au moins les groupes privés qui seront dessus. On aura aussi des CH qui vont démarrer à pouvoir, ou en tout cas alimenter les DMP sur certains services de ces CH. Et on a aussi les établissements médico-sociaux qui déploient leur solution de dossier usager. Je ne sais pas si côté assurance maladie, vous voulez apporter des précisions sur le secteur libéral. Alors, sur le secteur libéral, oui, on a des chiffres, en tout cas, sur non pas les raccordements ou les connexions, mais en tout cas sur le nombre de DMP alimentés dans le secteur libéral. Et actuellement, on est à 79 professionnels de santé qui alimentent les DMP. Très bien. Et donc, l'objectif du Ségur, justement, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse atteindre ce niveau de compatibilité, d'interopérabilité à tous les secteurs au niveau sanitaire, médico-social, libéral, au niveau aussi coordination. Donc, c'est pour ça qu'on a mis aussi l'accent sur le volet PEPIT parcours, parce que le dossier patient, le dossier de coordination PEPIT parcours va bien sûr alimenter tous les outils MSS, DMP, INS. Donc, on est vraiment voilà, on va dire dans la bonne direction à ce niveau-là. Voilà. Alors, on aurait souhaité, donc, pour la suite, donc, pour continuer dans l'ordre du jour, on aurait souhaité quand même avoir des retours d'expérience de certains utilisateurs qui utilisent aujourd'hui les outils qui ont été présentés à travers le parcours. Je ne sais pas si Dr Kim Van, pardon, ou Madame Faziela Golitin sont connectées, si elles veulent bien faire leur retour d'expérience sur justement le PEPIT DPI et la messagerie sécurisée de santé. Bonjour Zeti, c'est Florence Michel du CHK.
Elles sont avec moi, si vous voulez. Je vais donc passer le micro à Dr Dinvam. Bonjour, Kiman Dinvan, moi je suis pharmacienne DIM au CHK. Alors je vais vous parler rapidement de mon expérience par rapport à la messagerie sécurisée que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Alors c'est de façon ponctuelle, mais je l'ai utilisé quand même plusieurs fois lors d'échanges de données nominatives dans le cadre de mes fonctions au DIM plutôt. Donc, l'utilisation est très intuitive à partir du moment où c'est installé sur le poste. Finalement, c'est sur la session de mail classique, et il suffit de sélectionner lorsqu'on crée son message l'onglet en fait de messagerie sécurisée, et ensuite c'est vraiment comme un mail classique, j'ai envie de dire. Voilà, que vous dire de plus. C'est voilà, enfin moi on a eu au niveau du CHK des diffusions d'outils pour pouvoir s'approprier aussi cette messagerie, donc un petit tutoriel, mais c'est vraiment pas, moi j'ai pas trouvé que c'était plus compliqué que de passer par une messagerie classique. Pouvez-vous nous rappeler dans quel cas d'usage vous l'utilisez? Alors pour ma part, c'est dans le cadre de quand j'ai pu être sollicitée dans le cadre de mes fonctions au département d'information médicale pour des requêtes par d'autres collègues, et du coup que j'ai pu leur communiquer des données par ce biais-là. D'accord, merci. Alors, je précise qu'au CHK, on utilise l'outil MediMail qui est intégré à la messagerie Outlook. Et donc, du coup, c'est, comme l'a dit Dr Dinvan, c'est très facile d'envoyer un mail. Par contre, il y a des chiffres qui vont être montrés après qui ne sont pas très bons sur la messagerie sécurisée en Guyane, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'envois qui sont faits par la messagerie sécurisée, parce que c'est vrai que dès qu'on relâche la pression auprès des utilisateurs, la culture n'est pas encore vraiment ancrée, mais il n'y a pas de frein technique. Donc, il faut qu'on reste à rappeler de bien utiliser la messagerie sécurisée de santé, etc. Mais il y a un usage culturel ancré, mais il n'y a pas de frein technique, comme vous avez pu l'entendre. Moi, la seule limite que j'ai pu constater, c'est de bien avoir le contact dans l'annuaire, parce que du coup, on passe par un annuaire spécifique de cette messagerie sécurisée. Et bien sûr, il faut pouvoir trouver son contact dans cet annuaire pour pouvoir l'utiliser. Très bien. Et dans la continuité, du coup, vous utilisez aussi, vous avez déployé Pépite DPI. Pouvez-vous nous préciser sur quel service vous avez démarré le déploiement du dossier patient informatisé au sein du CHK? Et puis aujourd'hui, nous dire un peu quels sont vos retours là-dessus. Alors, je suis Madame Golitin-Grasila, je suis cadre en médecine. Anciennement, j'étais infirmière d'oncologie. Donc, on a déployé Pépite sur le CHK, dans le service de médecine notamment, et sur la médecine ambulatoire. Donc, pour ma part, dans mon expérience d'infirmière en onco, on est rapidement passé des dossiers papier où le renseignement était assez laborieux, était long à faire. Et là, maintenant, on est complètement autonome vis-à-vis de Pépite, où la gestion des patients, administrativement parlant, se fait uniquement avec Pépite, et où ça prend beaucoup moins de temps à l'équipe soignante. Et du coup, on passe plus de temps auprès des patients. Sinon, sur le service de médecine, ça facilite la révision des prescriptions régulièrement. Du coup, tous les jours, du coup, les médecins revoient les prescriptions. On les a beaucoup plus rapidement.
Sinon, voilà, c'est une expérience positive. C'est vrai que la mise en place a été un peu compliquée, notamment avec les professionnels qui ne sont pas habitués à l'usage d'outils informatiques. Mais voilà, une fois que la prise en main a été faite, la culture informatique s'est installée et l'outil est facilement utilisable par tout le monde. D'accord. Et vous me confirmez que vous alimentez bien les DMP des patients que vous voyez au sein de votre service? Pardon? On envoie pour les patients qui ont un DMP ouvert, on envoie les comptes rendus d'hospitalisation, les lettres de liaison de sortie. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions pour le CHK à ce retour d'expérience? Je vous remercie pour ce retour d'expérience très intéressant. Du coup, dans la continuité, on a aussi un retour d'expérience du côté plus parcours avec le réseau DIAM et Madame Alcide du réseau DIAM qui va nous faire son retour d'expérience sur l'utilisation notamment de l'outil Globule dans le cadre de la coordination. Bonjour à tous, je m'appelle Alcide Verhelen, je suis coordinatrice de filière pour le groupement DIAM. Je vais vous présenter succinctement le groupement DIAM, Diabète, Amazonie, Métabolisme. C'est une IPEP qui a été mise en place par le docteur Saba et le docteur Ngomba pour la prise en charge des pathologies métaboliques et les facteurs de risque cardiovasculaires. Nous sommes soutenus par le ministère de la Santé et de l'Assurance Maladie pour le caractère innovant de cette expérience qui découle d'un article 51. C'est la première filière de ce type en France. Le groupement comprend plusieurs professionnels de santé. Ziti, vous pouvez passer. Le groupement comprend plusieurs professionnels de santé répartis sur le territoire. Pour la prochaine extension, ira vers Maripasoula et Saint-Georges. Donc, dans le groupement, il y a une quarantaine d'infirmiers, une trentaine de médecins généralistes, des spécialistes, des éducateurs sportifs, des pharmaciens, des podologues, un podologue, un masseur kinésithérapeute et 2 diététiciennes. Ils sont tous formés au groupement, à l'outil Globule. Donc, l'outil Globule est déployé en Guyane par le GCS Guyasis. Et il permet de manière sécurisée la communication au sein du cercle de soins du patient, une bonne gestion de l'agenda du patient. Il aide à la régulation des situations urgentes. Il aide aussi à la téléconsultation et à la coordination surtout du parcours de soins. Le groupement a commencé vraiment à prendre en main Globule à partir d'octobre 2020. Le docteur Thomas du GCS a formé au total 176 professionnels de santé. Malheureusement, seule une cinquantaine, peut-être un peu moins, sont vraiment actifs sur l'outil. Et aujourd'hui, la file active est composée de 953 patients. On peut voir rapidement quelques chiffres mensuels de l'utilisation, le nombre de connexions mensuelles. Alors, en vert, nous avons les connexions web qui sont souvent utilisées par les médecins de ville directement via leur ordinateur ou les médecins de l'hôpital avec l'ordinateur. Et les connexions mobiles en bleu sont utilisées par les professionnels, par les infirmières libérales qui l'utilisent beaucoup avec leur téléphone pour envoyer des photos de plaies, des photos de carnet glycémique. Ensuite, nous avons la création mensuelle de patients. Alors, on voit que depuis le début de l'utilisation de cet outil, il y a quand même une bonne activité. Nous avons à peu près une quarantaine de créations par mois. C'est un bon régime.
Ensuite, la création de notes mensuelles, ça concerne le chat. Alors, au niveau de la communication, en moyenne, plus de 800 notes échangées dans le mois, tout professionnel confondu. Concernant la création de documents, c'est-à-dire c'est là qu'on va partager les comptes rendus, les ordonnances, les bilans sanguins, les bons de convocation pour les patients, on voit qu'il y a une moyenne de à peu près 200 partages sur le mois, par mois. Maintenant, j'ai recueilli quelques témoignages des utilisateurs de Globule. Tout d'abord, il y a Nolwenn Littet, une infirmière libérale, qui dit que Globule, c'est formidable. Il m'a été d'une grande aide lors des confinements successifs pour lutter contre l'isolement du patient. La collaboration avec le service d'endocrinologie via Globule a permis la prise en charge de décisions thérapeutiques en l'absence de médecin traitant, une meilleure gestion logistique des rendez-vous, une meilleure connaissance du patient dans sa globalité, une rapidité de prise en charge et d'anticipation devant l'aggravation de l'état de santé. Bref, l'outil est formidable et j'espère qu'il sera déployé pour la prise en charge d'autres pathologies chroniques en Guyane. Ensuite, Marie-Rose Kittinger, médecin libéral. Globule, c'est compliqué au début. Ensuite, lorsqu'on a pris le pli, c'est pratique. En cas d'urgence, on peut solliciter l'appui du service d'endocrinologie et être assuré d'avoir une réponse rapide. J'ai l'impression qu'on court beaucoup moins après les gens. C'est un gain de temps en somme. La collaboration dépasse même parfois le cadre de l'endocrinologie, puisqu'il y a bien souvent des ramifications chirurgicales notamment. Pour Mathilde Montonneau, infirmière d'éducation thérapeutique dans le service d'endocrinologie du CHC, Globule, c'est une bonne passerelle entre la ville et l'hôpital. Le dossier Globule du patient regroupe toutes les informations nécessaires, notamment les avis spécialisés. En même temps, cela consiste en beaucoup d'informations. On y gagnerait à ce que seuls les partages pertinents soient autorisés et à ce que les destinataires soient ciblés. On en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le monde reçoit toutes les infos. Et enfin, Marianne Inou, elle est endocrinologue au service de Cayenne. Alors, comme tous les médecins de ville, elle dit que Globule, c'est chronophage, mais c'est un bon outil de gestion des patients. Il permet également la coordination et surtout la transmission des informations au sein du cercle de soins du patient. Grâce à Globule, on parvient à réduire le taux d'hospitalisation par la gestion de situations avec l'infirmier en ville et on parvient à éviter l'apparition de complications. Et souvent, lorsqu'un infirmier à domicile envoie une photo de plaie, on arrive à dégager une plage d'hospitalisation afin de prendre en charge ce patient assez rapidement. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je pense que je pourrais y répondre avec l'aide du docteur Thomas. Je voulais juste rajouter une chose puisqu'on parlait du DMP. Globule est DMP compatible, ou du moins l'onglet documents de Globule est DMP compatible. Mais c'est vrai que faute de temps, cette fonctionnalité n'a pas encore été mise en place avec l'éditeur. Très bien. Est-ce qu'il y a des mains levées? Madame De Jong. Ouais, désolée, je pose beaucoup de questions. Non, mais je rebondis sur ce que vient de dire le docteur Thomas parlant de DMP compatible. Je voulais revenir, le CHK, ils ont évoqué la question de l'annuaire. Donc, j'imagine que pour PIPIC, il y a aussi un annuaire entre les professionnels concernant la messagerie, en fait, entre les professionnels. Et je voulais savoir si cet annuaire-là, il était régional ou est-ce que c'est chaque structure, chaque établissement va avoir son annuaire pour les messageries sécurisées? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que cet annuaire va être justement interopérable avec le DMP et du coup mon espace santé à terme et donc accessible
aux usagers. Alors, je vais juste répondre sur Globule. Globule est un outil qui se veut de portée nationale. C'est-à-dire que l'annuaire de Globule est un annuaire national qui comprend bien sûr les utilisateurs du territoire. On peut filtrer hein, sur cet annuaire, on n'est pas obligé de tout regarder à la fois, mais l'avantage, c'est que ça, c'est un moyen quelque part de lutter contre la désertification de la Guyane au point de vue médical et d'aller chercher des compétences sur des spécialités qui n'existent pas en Guyane. Ça, Globule le permet. Pour le reste, l'annuaire, alors jusqu'à présent, les outils ont été déployés un petit peu chacun dans leur coin. Et je passerai la parole à mes collègues éventuellement, mais ces annuaires vont tous être réunis sous forme d'un annuaire régional au niveau de l'espace numérique régional de santé, c'est-à-dire le point de passage obligatoire pour accéder à toutes ces applications, hein, qui est le site, la partie professionnelle du site du GCSBI6, tout simplement. Alors, je vais tenter d'apporter une réponse sur la partie messagerie sécurisée à Madame de Lyon. La messagerie Medimel qu'on a mis en place au niveau de la région permet à un professionnel de santé, dans un premier temps doté d'un numéro RPPS, on arrête les ADLI, donc je vais parler que du RPPS ou RPPS+, d'accéder à un annuaire national de l'ensemble des professionnels de santé. Medimel permet en plus au niveau régional de trouver des personnes qui n'ont pas forcément un RPPS ou un RPPS+, mais avec qui on souhaite quand même échanger des données médicales. Voilà, j'essaie de répondre. Je ne sais pas si… Oui, alors pour compléter ce que dit Loredana, on a en Guyane des professionnels, des médecins qui n'ont pas forcément je crois que c'est les médecins étrangers qui n'ont pas forcément de RPPS. Voilà, donc le Medimel permet justement de les intégrer dans ce cercle pour échanger avec eux certaines informations. Donc, mais le but aussi, c'est d'ouvrir cette notion de référentiel à l'ensemble des acteurs de santé, puisque avec l'ANS, la Guyane est pilote sur le référentiel RPPS+, qui va au-delà des métiers à ordre, comme les médecins ou les infirmiers, mais qui s'étend vers le médico-social ou le social. Voilà. Il y a aussi un certain nombre de professions qui n'auront jamais de RPPS. Hein. Je veux parler des médiateurs culturels en santé, de certains aidants, et avec lesquels on peut avoir à partager des données qu'on considérait comme données de santé. Medimel, l'avantage de Medimel, c'est que uniquement dans le cadre régional, il va permettre d'intégrer aussi ces personnels-là et de leur permettre de disposer d'une messagerie sécurisée. Et ce n'est valable qu'au niveau régional. Pour tous les professionnels dotés d'un RPPS+, l'annuaire, à ce moment-là, sera un annuaire national et qui ne concerne pas que Medimel. Il est inscrit dans le cercle de confiance MS Santé et il va concerner aussi d'autres dispositifs de messagerie sécurisée. D'accord, merci. Mais alors du coup, si j'ai bien compris, est-ce que l'annuaire, il va être régional, c'est-à-dire que tout va être centralisé au même endroit, enfin sur un même… Ok, j'ai compris que tous les professionnels ne seront pas forcément dans l'annuaire, mais est-ce qu'il va y avoir un annuaire
où tout va être centralisé au même endroit pour que les professionnels puissent avoir accès au même annuaire. Ça, c'est ma première question. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. La deuxième question, c'est est-ce que cet annuaire va être ensuite interopérable avec mon espace santé? C'est-à-dire que l'usager qui va vouloir, parce qu'il y aura une messagerie aussi sur mon espace santé, est-ce que on aura accès à cet annuaire-là sur mon espace santé? C'est-à-dire est-ce qu'on pourra contacter le professionnel dont on a besoin via cet annuaire ou non? Ça n'a rien. On est au tout début, pour la partie UNS Ronald, on est au tout début. On a vu, nous, avec Medimail, que pour la partie patient-médecin, ce sera à l'initiative du médecin que de contacter son patient. Les patients ne verront pas les adresses mail des professionnels en clair. Ça, c'est pour la question sur le patient, enfin, échange entre patient et médecin. Et pour la question sur la centralisation de l'annuaire, en fait, tous les professionnels qui souhaitent envoyer un message sécurisé, ils ont un annuaire disponible au travers de leur outil. Par exemple, au CHK, ils ont interfacé leur Outlook avec Medimail. Du coup, il y a un annuaire de tous les professionnels qui ont une messagerie sécurisée, Medimail ou autre. Ok, merci. Très bien. Alors, pour continuer, parce qu'on a quand même dépassé le temps qu'on avait mis pour cette réunion. Alors, nous, notre objectif, côté ARS, GCS et assurance maladie, donc c'était de reprendre, de bien vous exposer la stratégie nationale donc autour du numérique en santé. Vous montrer, voilà, aujourd'hui, on a des outils qui sont disponibles, qui sont mis en œuvre et qui respectent ce cadre national numérique en santé et des outils qui vont accompagner les différents parcours, les différents projets des établissements au niveau de la Guyane. Donc pour la suite, nous, la suite en fait pour nous, ce serait quoi? C'est alors je vais le mettre là, je ne sais pas si vous voyez bien la diapo, mais c'est vraiment de mettre à jour la feuille de route e-santé de Guyane. Et donc, nous avons identifié des ateliers que nous avons planifiés courant décembre pour pouvoir justement travailler ensemble sur la définition de nos priorités, donc nos priorités locales, ou même en termes priorité au niveau des établissements. Mais voilà, la suite pour nous, la suite logique serait de mettre à jour cette feuille de route donc pour les 2 prochaines années à venir et de voir quels sont, à travers tous les outils que l'on nous a présentés, à travers aussi la stratégie nationale, à travers aussi la stratégie de santé locale, notamment avec la mise en place du CHRU en 2025, il faut qu'on mette à jour notre feuille de route e-santé, il faut qu'on repriorise nos projets, il faut qu'on sache exactement est-ce qu'on n'a pas oublié des projets e-santé au niveau de la région, est-ce on couvre tout le périmètre. Et donc, à partir de là, on sera accompagné d'une assistante à maîtrise d'ouvrage, donc qui est Isis Consulting, qui va nous accompagner justement à mettre à jour cette feuille de route e-santé. Thibaut, est-ce que tu peux apporter des précisions? Oui, merci beaucoup. Juste ton micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Thibaut, on t'entend. Oui, on t'entend. Oui. Ok, pardon, ça y est. Ok, excusez-moi. Donc oui, vous avez compris le principe, après tout ce qu'on s'est dit, c'est vraiment de rentrer dans le concret. C'est quand même important d'avoir une stratégie, puisque ça va quand même de donner un cap. Il y a une portée politique, c'est-à-dire qu'il y a des engagements des institutionnels et des partenaires de l'ARS. C'est le principe d'une stratégie. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut que ça se concrétise sur le terrain. Et on a déjà vu pas mal d'initiatives avec les projets et les services qui ont été présentés. On parle souvent, alors l'objectif, c'est pas non plus, on est bien sur une mise à jour. Il y a eu un exercice structurant qui a été fait en 2018
qui couvrait jusqu'à 2022. L'objectif, ce n'est pas de repartir de zéro, mais plutôt de mettre à jour ce qui a été fait en 2018, puisque finalement, les fondamentaux étaient déjà là. On parlait déjà de télémédecine, on parlait déjà de parcours, mais c'est plutôt de faire un peu comme fait le national avec Ségur, c'est d'intensifier et de généraliser ce qui avait été dit dans cette stratégie il y a quelques années, et puis de prendre en compte, évidemment, depuis il y a eu la crise Covid, il y a eu des financements et des actions fortes qu'a présenté Dominique Pont, donc qui sont à prendre en compte dans ce document, et évidemment aussi les évolutions du système de santé. Mais en tout cas, l'intérêt aujourd'hui, c'est d'avoir des choses qui sont concrètes et qui parlent aux personnes, que ce soit les contributeurs de cette stratégie ou les bénéficiaires. Et de bien comprendre qu'une stratégie, certes, c'est un document, mais derrière, il y a des actions, il y a des projets qui servent à fabriquer des services numériques. Et ces services numériques ont des bénéfices pour les professionnels de santé et pour les patients. Professionnels, on voit bien que ça fait émerger des nouvelles pratiques, que ce soit des pratiques de prise en charge ou de travailler autrement, quand on parle de coordination ou d'exercice collectif. Et pour les patients, on a vu avec ce que présente le national, c'est un meilleur accès aux soins et finalement une meilleure prise en charge. Donc, pour faire cet exercice-là, qui est dans un temps relativement court, pourquoi? Parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour tout réécrire, mais bien pour compléter. On a mis en place, on vous a d'ailleurs déjà, normalement, vous avez déjà reçu des invitations, une séance qu'on a appelée partage et collecte. Parce que aussi, l'intérêt, c'est que vous avez entendu, le national fait beaucoup de choses, mais on a besoin d'adapter ce que fait le national pour le rendre concret et réalisable par rapport à la réalité du terrain. Donc, le fait de mettre à jour cette stratégie, ça va être aussi le temps pour justement ajuster les actions qui viennent du national. Donc, on n'est pas dans une action descendante, mais bien dans une logique de concertation. Donc, ce temps de partage et collecte va être l'occasion de faire encore de la pédagogie sur les projets qui sont lancés, de la compléter par vos retours terrain et par vos besoins qui sont peut-être nouveaux par rapport aux projets qui sont lancés depuis quelques années, et aussi surtout d'identifier les projets porteurs pour vous. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait des séquences par type d'acteurs, de bénéficiaires ou de contributeurs. On est bien dans une logique de mettre en place un système décloisonné, mais là, c'était important de réunir dans un format atelier le sanitaire, donc toutes les personnes qui rentrent dans le champ du sanitaire, le médico-social, l'ambulatoire, la ville pour faire simple, et aussi les représentants des usagers. Et donc, dans ces formats ateliers, ça va être de réexpliquer les projets qui vous concernent, d'avoir vos retours si ces projets sont toujours pertinents, s'il faut les faire évoluer, les améliorer, et ensuite, on pourra partager une feuille de route qui sera portée par l'ARS. On va mettre en place, puisqu'on est dans des temps relativement courts, aussi des questionnaires pour pouvoir échanger et récupérer vos ajouts par rapport à ce qui sera partagé au-delà de l'atelier. Et puis aussi pour les personnes qui ne pourront pas se rendre disponibles lors de l'atelier. Enfin, une fois qu'on aura fait cette étape-là avant Noël, ça va être l'occasion de restituer cette feuille de route mise à jour avec toute cette étape de collecte sur un format type COSTRAT comme aujourd'hui, mi-janvier. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape qui est très importante, c'est ce qu'on appelle l'engagement des acteurs, où pour le coup, c'est de pouvoir, entre aujourd'hui et février, identifier les personnes qui vont contribuer réellement à ces projets. Donc, on a vraiment besoin de vous pour construire les services numériques dont vous serez en partie bénéficiaire. Et alors, on sait très bien que ce n'est pas évident de demander des contributions, mais c'est pour ça que derrière, il y a aussi cette notion de charte d'engagement. C'est que l'ARS et ses partenaires souhaitent vraiment formaliser cet engagement en mettant à la fois les moyens pour atteindre les résultats que l'on sera fixés entre nous. Et donc, à l'issue de cette troisième étape, engagement des acteurs, on pourra avoir un ensemble d'engagements sous un format charte entre l'ARS, ses partenaires et vous, bénéficiaires, contributeurs, avec encore une fois une stratégie pour qu'elle marche, il faut qu'il y ait des moyens. Donc, des moyens pour qu'on puisse réaliser ces projets qui sont attendus par tout le monde. Donc, c'est un format à la fois de co-construction qui va jusqu'à une certaine formalisation importante pour, encore une fois, tracer les engagements et que chacun se sente responsable dans cette stratégie santé qui, encore une fois, a une portée institutionnelle, mais pour qu'elle marche, il faut qu'elle soit aussi portée par le terrain.
Alors, logiquement, on vous a bien. remis les dates des ateliers où vous avez reçu déjà des invitations. Je crois qu'on a une diapositive qui remet ces 4 dates. C'est dans quelques jours. C'est à la fin? D'accord. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette étape-là? Oui, très bien, c'est écrit ici, pardon. Bon. Dans tous les cas, on reste joignable hein, s'il faut vraiment, s'il y a des questions particulières par rapport à ça, donc aussi bien ARS, Assurance Maladie que GCS. Pour ne pas faire plus de temps, je voudrais que Johanna Girard, si éventuellement tu pourrais nous faire une conclusion par rapport à ce COSTRAT e-santé. Bonjour à tous. Je ne me suis pas exprimée parce que les échanges étaient fort intéressants et riches aujourd'hui. C'est notre deuxième COSTRAT régional e-santé et je pense que c'est une instance qui manquait parce que je sens bien de par les questions, de par l'engouement, puisqu'on a eu jusqu'à 65 participants. Malgré les 25 minutes de retard, on en a encore 50 de connectés, qu'il y a un vrai besoin de comprendre la stratégie e-santé, ce que font les acteurs, ce vers quoi on s'oriente. C'est d'ailleurs l'occasion de présenter des grands dispositifs nationaux. Aujourd'hui, nous avons eu Dominique Pont pour le Ségur du numérique. Nous aurons certainement d'autres contributions, d'autres acteurs qui pourront nous aider à enrichir la démarche que nous menons en local. Merci à tous pour votre connexion. Merci à tous les partenaires, le GCS, l'assurance maladie, l'agence du numérique en santé. La feuille de route que nous allons structurer avec notre AMO va nous permettre de poser les choses et d'échanger encore plus concrètement sur des indicateurs de suivi et des indicateurs de succès. N'hésitez pas donc à vous positionner sur les ateliers thématiques qui s'affichent. Prochaine session de ce COSTRAT e-santé régional courant du premier trimestre 2022. À cette occasion, on pourra vous présenter, présenter la feuille de route qui aura été travaillée lors des 4 ateliers thématiques. J'ai hâte qu'on avance tous ensemble avec les équipes de l'ARS notamment qui se renforcent, comme l'a dit la DGARS, avec 2 nouvelles personnes à partir de début 2022. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter, Cellule e-santé. On sera toujours à votre écoute et toujours là pour vous aider à trouver du financement, de l'accompagnement et surtout des partenaires pour mettre en œuvre vos projets si cela est nécessaire. Bonne fin d'après-midi à tous. À bientôt. Johanna, ouais, on a quand même une main levée. On a M. Guidoni qui a levé la main. Je ne sais pas si vous éventuellement veut poser la question avant qu'on clôture. Allez-y, M. Guidoni. Monsieur Guidoni, vous vouliez intervenir? Oui, pardon, excusez-moi, j'avais oublié de rallumer mon micro. Non, juste pour vous dire que pour le sanitaire, le 7 décembre, ça arrive très tôt. Et c'est un peu compliqué si on veut participer à un atelier important comme celui-ci en ayant mobilisé en interne les équipes pour pouvoir actualiser la feuille de route. Je voudrais bien qu'on ait un peu plus de temps. Je pense que c'est un sujet qui peut être réfléchi par la suite. Je pense Zeti, Monsieur Maître, qui aura un doodle qui va pouvoir être circularisé pour fixer notre date. Oui, c'est clair. Enfin, évidemment, il faut que les acteurs clés soient présents. Alors, ça va être difficile d'avoir l'exhaustivité. De toute façon, s'il manque des personnes, l'objectif, c'est de les entendre, que ce soit par des entretiens également, si c'est vraiment pas possible. Mais on va voir, en effet, en termes d'organisation, si la date du 7 peut bouger. Sans garantie aujourd'hui, mais on va faire le nécessaire pour prendre en compte votre demande de repousser de quelques jours. Le maximum aussi pour les 3 autres secteurs pour savoir si les autres concernés sont disponibles. Sur la base de cette dernière observation de M. Guidoni, je remercie tout le monde et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Oui, merci beaucoup.
Ouais. Merci, Au revoir. bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.